Alors, quand vous vous faites flasher, si ça vous arrive en voiture pour excès de vitesse sur la route, vous êtes redevable en France d'une amende forfaitaire, mais dans certains pays, vous allez voir que le montant de l'amende est calculé en fonction, eh ben oui, de vos revenus. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Heureusement qu'on est en France de ce point de vue-là. Alors c'est le Figaro, Florent César. C'est le Figaro qui nous parle de ces pays européens voisins, on va les citer, qui font payer davantage les plus fortunés en cas d'infraction routière et d'excès de vitesse. Rappelez-nous qui sont ces voisins qui frappent plus fort les portefeuilles qui sont plus garnis. Oui, et puis il frappe beaucoup plus fort, hein, parce qu'il y a quelques exemples d'amendes à des dizaines de milliers d'euros pour des dépassements de 30 ou 40 km/h. Donc on voit que c'est quand même des choses qui sont assez impressionnantes, enfin vu de chez nous. Et c'est principalement les pays scandinaves, hein, je crois qu'on a le Danemark, la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni aussi, hein, fait partie des pays qui donnent des amendes qui peuvent être proportionnelles aux revenus, et la Suisse. Donc voilà, c'est des pays plutôt sérieux en fait, hein, c'est pas des pays farfelus. Et donc c'est vrai que ça pose cette question, une question qui est effectivement quand même assez intéressante, hein, qu'on se pose peut-être peu. C'est vrai qu'effectivement l'impact financier d'un délit, hein, en tout cas quand il est mineur, qui passe pas devant un tribunal, n'a pas les mêmes effets si vous êtes une famille modeste, au SMIC, voire en dessous, ou si vous êtes très riche. Effectivement, l'amende forfaitaire va pas avoir du tout le même impact et les mêmes incitations sur les comportements en fonction des revenus que vous avez, parce que dans un cas, vous pouvez l'absorber très facilement, dans l'autre, ça peut vous créer des réelles difficultés. En Finlande, j'ai lu que si on dépasse de 20 km/h la vitesse autorisée, donc l'amende est calculée carrément sur le revenu mensuel net. Et elle peut être très lourde. Ouais. J'ai vu quelques dizaines de milliers d'euros. Enfin, c'est plus 135 euros, quoi. Hein. Oui, ce qui paraît assez considérable de notre point de vue. Et donc, évidemment, si le revenu net est très élevé, l'amende, si c'est une proportion du revenu, hein, je crois que ça peut arriver jusqu'à une mensualité du revenu ou des choses comme ça, vous pouvez retrouver à payer. Il y a des exemples d'amendes pour des dépassements qui ne sont pas non plus extraordinaires, hein, des amendes qui dépassent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est vrai que chez nous, il y a un plafond en fait sur les amendes. Après, vous pouvez avoir, ce qu'il faut quand même savoir, hein, c'est que en réalité, les amendes qu'on paye comme ça sont forfaitaires. Mais par contre, si vous avez une réclamation et que vous passez, s'il y a eu un excès qui est très important, il y a quand même un tribunal. Et dans un tribunal, le jugement peut se faire aussi en fonction de la situation de chacun. Donc la proportionnalité peut arriver que si on arrive dans un moment où vous êtes face à un tribunal. Sinon, effectivement, pour les petits délits, notamment routiers, ça sera un forfait. Voilà, amende forfaitaire. On peut imaginer d'ailleurs en France ou pas des amendes indexées sur les revenus. On peut l'imaginer ou ça paraît impossible? Il y a un mouvement hein, qui... alors, on peut le comprendre. Enfin, cette question, elle est pas bête. Hein, effectivement, de comprendre que l'impact financier n'est pas du tout le même selon la situation de revenu. Donc, mettre une forme d'indexation pourrait être intéressant. Alors, il y a quand même deux problèmes à ça. Le premier... en réalité, c'est que à partir du moment c'est pas forfaitaire, en fait, vous allez rendre le système complexe. Et on voit que même en France, le recouvrement des amendes forfaitaires est pas si simple que ça, et qu'il n'est pas de 100%. Et donc forcément, il va falloir à ce moment-là être en capacité d'avoir d'avoir une amende qui soit calculée sur le revenu déclaré, donc il faut une information compliquée, etc. Et donc ça risque d'engorger en fait les services administratifs, hein, parce que c'est pas du tout mécanique. Et puis deuxième point, c'est qu'en fait, dans notre constitution, en tout cas le Conseil constitutionnel, il y a eu déjà des éléments qui sont allés dans ce sens, il me semble. Enfin, c'est ce que j'ai lu, et qui pourraient le rejeter parce que en fait, il va s'intéresser plutôt à la gravité des faits et pas forcément à la situation de l'agent. Et donc, effectivement, si vous dépassez de 20 km/h ou 30 km/h et que vous vous retrouvez à payer 1000 euros d'amende, parce que vous êtes très riche, il est possible que ce soit pas constitutionnellement accepté, parce qu'en disant que ça ne correspond pas, c'est pas proportionnel à la gravité des faits. Et donc, dans ce cas-là, ça marche pas. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de notre Constitution, et notamment ces problématiques de services administratifs qui pourraient être engorgés, c'est loin d'être évident à mettre en place. D'autant que c'est pour le moment, en tout cas pour l'instant, un joli pactole pour l'État et pour les comptes publics, ces amendes routières. 2 milliards d'euros, ce sont les chiffres de 2023.
Il y a d'autres façons quand même de faire contribuer les plus aisés sans les tondre et sans les faire fuir. Je pense à la taxe Zuckman, mais on est toujours dans le même sujet là. C'est comment faire contribuer plus ceux qui ont plus. Alors c'est vrai que du coup c'est tentant hein, cette histoire d'amende, hein, parce qu'on pourrait se dire effectivement ça rapporte quand même 2 milliards. Donc bon bah déjà si ça permettait, c'est vrai qu'avec des amendes qui seraient plus proportionnelles aux revenus, ça modifierait déjà peut-être plus des comportements de certains, effectivement qui sont beaucoup moins sensibles à la question financière, hein, justement sur les comportements routiers si c'est forfaitaire. Alors après vous pouvez perdre des points et tout ça qui pose d'autres problèmes. Mais et puis après se pose la question là, comment dans le redressement des comptes publics des années à venir, hein, parce que enfin, c'est quelque chose qui représenterait peut-être 100 milliards d'euros hein, d'ici la fin de la décennie à trouver, c'est comment faire pour avoir une contribution peut-être plus importante des plus aisés qui effectivement au regard de leurs revenus contribuent moins en moyenne. Ça a été assez démontré par pas mal de rapports et de publications. C'est vrai que le taux Pardon, de j'ai pas prélèvement entendu. Qu'est-ce qui a été montré, juste Mathieu, qu'est-ce qui a été montré que quoi que Oui, c'est que le taux de prélèvement en fait par rapport aux revenus des plus riches est inférieur en taux hein, à une grande partie de la classe moyenne. Sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur le revenu, on sait bien oui. que c'est 10% des ménages qui paient 80% de l'impôt sur le revenu. Oui, mais revenus montés à un certain niveau, effectivement, les revenus financiers sont moins taxés que les revenus du travail, par exemple. Et puis, vous avez des phénomènes de bouclier ou d'optimisation qui font que votre taux moyen... Donc, la question, c'est comment, dans l'effort global, faire peut-être mieux participer ou plus participer les plus riches. Donc, la taxe Zuckman est sur la table, mais moi, je pense qu'il y a un gros problème, c'est que les biens professionnels... Elle est effrayante. Il y a un risque. Elle est très risquée. Je crois que c'est pas quelque chose qui peut se mettre en place seul. En tout cas, il risque d'avoir un phénomène d'exode fiscal qui pourrait être très fort. D'autant qu'elle serait potentiellement non constitutionnelle. Ouais, en plus, il y a cette question-là. Et donc, il y aurait le risque, c'est que d'abord, vous récupérez pas du tout les 20 milliards prévus parce que, justement, les plus riches sont derrière, et en plus, vous les perdez. Et donc, enfin, ces personnes-là qui allaient s'installer ailleurs, on voit d'ailleurs Milan, enfin, en tout cas, l'Italie fait plutôt le tapis rouge de ce côté-là. On voit. Ouais, enfin, en même temps, hier, on avait Anne de Guigné du Figaro, on commentait le rapport du Conseil d'analyse économique qui montrait que, alors, pas sur la taxe Zuckman, mais qu'une augmentation de la pression fiscale sur le patrimoine des plus aisés, finalement, n'avait que peu de conséquences sur leur départ et leur exil fiscal et sur les recettes fiscales de l'État. Alors, c'est très intéressant parce que l'exemple a été fait sur la base de l'ISF, voilà, et effectivement la fiscalisation des revenus financiers comme ceux du travail, et après la suppression, la transformation de l'ISF et la flat tax. Donc on voit que François Hollande et sous Emmanuel Macron. Voilà, et on voit qu'en fait les effets économiques ou de fuite, on va dire, de l'installation, de mobilité, etc., sont assez marginaux. Bon, ça prend 400 000 foyers. Sauf qu'on n'est pas sur une taxe Zuckman, en fait. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire, si jamais on doit faire contribuer les plus riches, alors à ce moment-là, ce qui semble un peu évident, c'est de remettre l'ISF, qui est peut-être pas un bon impôt, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise. Et il n'y a pas les biens professionnels. Et vous pouvez dire même qu'il est, de façon exceptionnelle, le temps de redresser les comptes publics. Parce que si vous faites une taxe Zuckman, vous allez sur quelque chose qu'on maîtrise pas, c'est pas linéaire. Et on n'est pas sur 400 000 foyers, on est sur 1800 foyers, et même dans ces 1800 foyers, c'est plutôt les 50 plus riches qui contribueraient beaucoup. Donc, et eux, ils partiraient. Voilà, et eux, le risque, je pense pas que Bernard Arnault accepterait de payer 2 milliards d'euros d'impôts sans rien faire. Ça semble assez évident dans ces cas-là. Donc, mais par contre, l'ISF est supportable pour les plus riches dans le cas où ils n'intègrent pas les biens professionnels. Et donc, effectivement, si vous avez des yachts qui soient plus taxés, ok, c'est pas un très bon impôt, mais en tout cas, il est acceptable et on le maîtrise. Et ce que dit le CAE, c'est que les effets sont limités. Donc, on n'est pas sur une taxe Zuckman. Donc, si on doit faire quelque chose, alors ça rapporterait moins que la taxe Zuckman, mais je crois que la taxe Zuckman ne rapporterait pas autant à cause de l'évasion fiscale, de cette assiette fiscale, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.